Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va explorer un sujet assez dérangeant, mais fascinant pour comprendre l'humain, le cannibalisme et le sacrifice. On va s'appuyer principalement sur le livre Cannibalism and Human Sacrifice de Gary Hogg. C'est un ouvrage important parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de synthèse en anglais sur ça. Hogg a utilisé des sources très diverses, des récits de missionnaires, de voyageurs, des travaux d'anthropologues. Notre but ici, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce phénomène complexe, ses raisons, comment il se manifestait dans différentes cultures. On essaye de le faire avec de la curiosité, sans porter de jugement immédiat. Oui, c'est essentiel comme approche. D'ailleurs, les anthropologues, ils s'accordent en général pour dire qu'il y a plusieurs motivations et souvent elles s'entremêlent. Ça peut être rituel, magique, comme pour récupérer la force d'un ennemi, par exemple. Parfois, c'est plus alimentaire. Ça peut même aller jusqu'à une réelle préférence gustative, apparemment. Et puis, il y a la vengeance, l'affirmation de puissance après une victoire ou tout simplement la survie en cas de famine extrême. Et il y a ce débat aussi sur une éventuelle répugnance instinctive, non? Exactement. Certains chercheurs se demandent si cette répugnance qu'on ressent, nous, elle est vraiment universelle ou si c'est plutôt culturel vu les faits ethnographiques. C'est une vraie question. D'accord. Alors, si on commence par un exemple nul, les îles Fidji, c'est souvent cité pour un cannibalisme où justement l'aspect alimentaire semble assez central. Hogg rapporte des témoignages du 19e siècle, via des missionnaires comme Cargill ou des voyageurs comme St. Johnston. C'est assez cru. Ils décrivent des festins après la construction de pirogues, des choses comme ça. Et cette fameuse expression Pioaka Balava, Le long cochon. c'est ça, pour désigner la chair humaine, pour la distinguer du Pioaka Dina, le vrai cochon. Certains récits parlent même de parties préférées, comme les cuisses, les bras. Oui, les Fidji, c'est un cas où la dimension alimentaire semble très présente, c'est vrai. Mais attention, ce serait simpliste de réduire ça uniquement à ça. Stan Johnston, par exemple, il décrit aussi des victimes qui sont parées, ornées avant le sacrifice. Il y a des mises à mort qui sont liées à des événements sociaux importants. Ah oui, donc il y a quand même un fond rituel. Tout à fait, c'est souvent un mélange. C'est cette coexistence qui est particulièrement intéressante à analyser. D'accord. Alors changeons complètement de décor. Les Kwakibutels, sur la côte nord-ouest américaine. Là, Hogg nous montre quelque chose de radicalement différent. Le cannibalisme est lié à des sociétés secrètes, les Hamatsa notamment. Oui, les Hamatsa. Ils sont considérés comme protégés par un esprit puissant, Baxbaculanoxiswa, celui qui mange l'homme en premier. Et l'initiation est un truc de fou. Isolement en forêt, apprentissage de chant, de danse, puis le retour au village, l'initié est dans une sorte de fureur sacrée. Il crie « Ap, ap, ap ». Il mord symboliquement les gens et il consomme de la chair humaine. Souvent, c'est de la chair de cadavre préparée d'ailleurs. Mais ce qui est crucial, Oui, c'est ça. Après, il doit la vomir. c'est ça. Et ensuite, il y a des mois et des mois de tabous très stricts. Pas toucher de nourriture chaude, abstinence sexuelle, plein d'interdits. Voilà. Et là, le contraste avec Fidji est saisissant. La même action de base, manger de la chair humaine, passe d'une pratique qui a une forte composante alimentaire à un acte sacré, tellement puissant, tellement dangereux même, qu'il exige une incorporation très contrôlée, une expulsion rituelle obligatoire et une longue purification. Donc chez les Kwakiutils, c'est vraiment un drame social, religieux. Exactement. C'est lié au statut, au pouvoir, à la maîtrise de forces spirituelles qui dépassent l'individu. C'est une toute autre logique. Et il y a encore d'autres exemples qui montrent cette diversité. Les Aztèques, par exemple. Ah oui, les Aztèques. Le sacrifice humain à très grande échelle et le cannibalisme rituel qui pouvait suivre, c'était vu comme nécessaire pour nourrir les dieux, maintenir l'ordre du monde en fait. Un devoir cosmique, presque. Pour que le soleil continue de se lever, il fallait nourrir Huitzilopochtli avec des cœurs et du sang. Et puis, autre logique encore, les Maoris de Nouvelle-Zélande. Là, c'était beaucoup la vengeance et l'idée d'acquérir le mana, la force spirituelle de l'ennemi. Tout à fait. Manger son ennemi, c'était l'humiliation suprême, mais c'était aussi absorber son courage, son pouvoir. Et les sources que Hogg cite, comme Cook ou Maynard, elles décrivent aussi comment les os étaient transformés en outils, en hameçons, en flûtes même. Oui, ou les têtes tatouées conservées et exposées. C'est ça. Une domination totale qui va au-delà de la mort physique. Donc si on essaye de résumer, il n'y a vraiment pas une seule explication, une seule motivation. Non, absolument pas. On a vu des impératifs religieux très forts, des stratégies de guerre, de terreur, l'affirmation du pouvoir, la vengeance.
parfois la survie, bien sûr. Et les pratiques elles-mêmes sont hyper variées, hein. Ça va de la consommation presque sur le champ de bataille à des préparations très élaborées ou des rituels complexes, comme pour les sociétés secrètes type les hommes léopards en Afrique. Ce qu'on retient de cette exploration, à travers les écrits compilés par Hogg, c'est l'incroyable variété, la plasticité des cultures humaines. Même face à des pratiques qui nous semblent aujourd'hui complètement déroutantes, elles pouvaient être intégrées dans des systèmes de croyances, dans des logiques sociales cohérentes pour l'époque et le lieu. Était. Comment elles articulaient la spiritualité, la guerre, l'organisation sociale, parfois même la survie à travers ces actes extrêmes. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière question pour la réflexion. Comment est-ce que la compréhension de ces pratiques, qui viennent de contextes si différents, si lointains parfois, comment est-ce que ça peut nous aider à mieux saisir la complexité humaine en général? Notre capacité d'adaptation, mais aussi les constructions symboliques et sociales qu'on est capable de créer, pour le meilleur et parfois pour le pire.